Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une invitation au voyage assez particulière parce que nous aurons 3 moments, 3 étapes dans ce voyage. Il y aura 2 invités, toujours, 2 invités qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas et qui vont faire connaissance avec les 2 premiers moments. C'est-à-dire que je vais interviewer un premier invité sous le regard et l'oreille de l'autre, et puis le second invité prendra la place du premier. Une façon de faire connaissance pour vous, pour eux. Et puis le troisième moment, eh bien, nous allons les mettre ensemble autour d'un thème que je connais, que vous devinerez peut-être, que eux-mêmes vont, j'espère, deviner au cours de notre entretien. Et de toute façon, cela invite au voyage, je l'espère. Bon voyage, et c'est parti. Reinhard von Nagel, bonjour. Bonjour. Alors, 50 ans de facture de clavecin. Combien de clavecins est-ce que cela représente ? 50 années. Dans mon cas, presque 1000. 1000 clavecins. Oui, nous sommes en train de finir le clavecin qui porte le numéro 991. Et le premier clavecin, c'était quand ? C'était pour qui ? Et c'était dans quelles circonstances ? Alors le premier clavecin est né en 1972 avec des éléments que mon associé providentiel avait apportés d'Amérique. Je veux parler de William Dowd, un des 2 hommes qui ont fait renaître l'art de faire des clavecins au XXe siècle, après une éclipse d'1 siècle et demi. Il a apporté des éléments mécaniques de ce clavecin que nous avons fini en essayant d'imiter au maximum les anciens. J'ouvre une parenthèse, c'était une erreur, mais ça, ma vie est faite d'erreurs. Et ce clavecin a été, donc ce clavecin au style Louis XVI, a été acheté pour peu d'argent par un autre Américain qui était sur le point de se faire un nom en France. Je répète, nous sommes en 1972 et ce jeune Américain s'appelait William Christie. Dites-moi, quand on se lance dans la facture de clavecin en 1972, il y a tout à inventer, il y a tout à découvrir, mais comment est-ce que l'on devient facteur de clavecin ? Parce qu'on pourrait dire, d'après ce que j'entends, Reinhard von Nagel, que le clavecin, ce sont des morceaux de bois, finalement. C'est pas que ça. Il faut autre chose. Ce sont des morceaux de bois et quelques cordes métalliques. C'est comme un violon. Ouais. Ça aussi, les violons, ce n'est que des morceaux de bois. Mais derrière tout ça, il faut un tout petit peu de savoir. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ce début est fait par des hommes qui n'avaient peur de rien, mais qui ne connaissaient rien. Attendez, qui ne connaissaient rien. Pour faire un clavecin, il faut au moins connaître l'art du bois. Vous étiez menuisier au départ ? Comment ça s'est passé ? Oui, j'étais à la tête d'une petite menuiserie à Paris, au 100 rue de Charonne, et mes collaborateurs étaient tous d'excellents artisans, de telle sorte que le fait de passer de la réalisation d'une volée d'escalier ou d'une croisée à la française en plein cintre, faire un ou plusieurs clavecins, ça faisait peur à personne. Et pour moi, peut-être encore moins parce que j'avais été élevé dans un monde, dans mon Allemagne natale, dans un monde où la musique pesait le même poids que l'air. C'est-à-dire, elle était omniprésente et on n'y réfléchissait même pas. On respirait et on chantait. Lorsqu'on me demande aujourd'hui, mais vous n'aviez pas peur de vous lancer dans le monde de la musique, je dois répondre que je ne me rendais pas du tout compte
que je me lançais dans quoi que ce soit. Oui, mais enfin, vous vous lanciez dans la facture de clavecin, ce qui était totalement nouveau à l'époque. Est-ce que vous étiez claveciniste ou pianiste au départ? J'avais une formation de jeune protestant allemand. J'avais passé mon enfance et mon adolescence à chanter à l'église. Plus tard, pendant les études, dans la chorale Bach de Karl Richter à Munich. Mais si vous me promettez de ne le raconter à personne, Ah non, mais c'est je entre peux nous, là, vous promis. dire que je n'ai jamais appris à lire une partition, je n'ai jamais fait des études, et la première d'études de conservatoire, pardon. Et lorsque j'ai mis les pieds dans le conservatoire la première fois, beaucoup plus tard, c'était pour enseigner, non pas pour apprendre. Alors ça, je crois que je ne vais pas du tout vous surprendre, Reinhard von Nagel, mais davantage surprendre celles et ceux qui nous regardent et qui vous écoutent. Ici, on se dit, le clavecin, vous avez parlé de William Christie, on est au cœur du début du mouvement baroque, et puis voilà ce que je vous propose, un boogie version de quelqu'un que vous connaissez particulièrement bien et que vous aimez beaucoup, vous aimiez beaucoup, parce que c'est Don Angel, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Parlez-nous de lui. Don Angel. C'est quelques sons m'ont profondément ému, parce que mon amitié avec ce garçon, qui était un phénomène dans ce sens qu'il a transformé un handicap grave en une source d'inspiration et une force inhabituelle. C'est vrai, il est mort il y a 8 ans, et curieusement, il faisait partie des premiers clavecinistes que j'ai entendus dans ma vie. C'est-à-dire, je me suis associé avec William Dowd, qui avait son atelier à Boston, à l'ombre de l'université dont il avait les diplômes, Harvard. Et j'arrive à Boston en janvier 72 et je rencontre ce garçon que j'ai totalement... Dans l'atelier de William Dowd. Dans l'atelier, il travaillait avec William Dowd. Ouais. Mais il avait développé sa technique du clavecin d'une façon vraiment admirable. C'est-à-dire, il fallait admirer ça. Et il a fourni des preuves époustouflantes de son art de la composition et de la représentation de ce qu'il avait imaginé. C'est étonnant parce que en France, on connaissait Elisabeth Reutenaska qui s'amusait aussi avec le clavecin à donner à entendre le tango, à donner des ragtime comme cela, des Scott Joplin. Lui, il faisait ça de façon assez naturelle. Et pourtant, ce n'est pas, je dirais, le musicien que l'on rencontre le plus dans les concerts que vous animez. Parce que vous êtes facteur de clavecin, mais depuis des années et des décennies, vous organisez des concerts que vous appelez les concerts dans les copeaux. Alors Marc, si nous avons le temps, j'ai le droit de vous raconter que Don Angel était sans doute très doué musicalement. Mais il avait un handicap terrible qui provenait sans doute, qui avait 2 sources. Premièrement, il était gaucher et il a été retourné à l'école pour en faire un droitier. Et la deuxième chose, il était la victime d'une éducation ultra-puritaine américaine, mais ces 2 sources sont devenues une force parce que il était devenu bègue au point de ne pas pouvoir parler. Mais il a appris à parler avec ses doigts. Et croyez-moi, il parlait fort bien avec ses doigts. Et de ce fait, il est devenu
l'un des précurseurs de jeunes clavecinistes que nous trouvons aujourd'hui, par exemple à Moscou, qui sortent le clavecin de ce qu'on pourrait appeler le ghetto de la musique ancienne. N'est-ce pas? Si vous pensez à Anastasia Antonova et Anakis Kashi qui jouent à quatre mains la danse macabre. La danse macabre, merci de m'avoir aidé, de Saint-Saëns, c'est époustouflant. Et je dirais, en ce qui me concerne, je trouve ça plus beau que la même danse macabre jouée par un orchestre. Donc, on élargit. Mais ça, Dan n'était pas conscient. Il m'a dit un jour, évidemment, je joue la grande musique, il jouait du Bach, du Scarlatti, il avait une technique ahurissante, mais il dit, ça c'est de la musique écrite pour des gens importants, pas pour des petites gens comme moi. Donc, il prenait des airs folkloriques, y compris du Scott Joplin ou des Beatles, par exemple. Il a joué un Eleanor Rugby, ça c'est ahurissant, c'est fantastique, de beauté et de virtuosité. Et il jouait ça en public uniquement. Mais à la maison, il jouait aussi la musique écrite pour des gens importants. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance chez vous, dans vos concerts, dans les copeaux que vous organisez depuis des dizaines d'années, Reinhard von Nagel, d'entendre Don Engel, mais justement dans ces concerts que vous organisez, généralement ce sont des musiciens plus traditionnels au sens baroque. On a le répertoire de Couperin, de Bach, toutes sortes de kaléidoscopes baroques précisément. Vous les avez tous fait venir, non seulement les clavecinistes, mais ces musiciens, depuis 40 ans. Au fond, je ne fais venir personne. C'est les musiciens qui s'adressent à moi depuis les premiers concerts donnés par William Christie, le premier, le deuxième c'était Scott Ross, le troisième c'était John Whitelaw. Nous sommes là au milieu des années 70 et depuis lors il y en a eu beaucoup d'autres. Ils viennent, ils me demandent l'autorisation de jouer, et c'est moi qui leur dis, vous jouez ce que vous voulez, vous jouez ce qui vous fait le plus plaisir. Parce que je me dis, un musicien qui joue ce qu'il aime vraiment, et que par moments il n'ose pas jouer, eh bien, il va le jouer de façon optimale. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Oui. Donc voilà comment se referme notre entretien. Un atelier de claveciniste et de clavecin, un facteur de clavecin en plein cœur de Paris, mais le rapport avec l'Amérique, on l'a bien compris, il est omniprésent. Je regrette de ne pas avoir saisi la balle au vol pour vous dire que notre ignorance au début de cette expérience était sans limite. On ne connaissait rien. Ce qui fait qu'on a fait un voyage d'exploration étourdissante. Et ça, avec William Dowd, avec Don Engel et avec celle qui a décoré nos clavecins pendant 35 ans, Sheridan German, une Américaine extrêmement importante pour ce redémarrage. Andreas Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, vous êtes écrivain, vous êtes historien, vous êtes peintre. Comment est-ce que vous définissez, Andreas ? Je suis écrivain. J'ai mis longtemps à le dire, cette terrible phrase. Le reste, non, je ne suis pas romancier, peintre, je suis expert en rien. Pour paraphraser Reinhard qu'on vient d'entendre, je suis une erreur de la vie. Une erreur de la vie ? Oui. Ah, et un donc, écrivain qui est une erreur. Donc j'ai mis longtemps à prononcer cette simple phrase « je suis écrivain ».
Mais aujourd'hui, je peux le dire, oui, je Bon, suis écrivain. alors justement, pourquoi est-ce que vous avez mis longtemps? Parce que vous avez quand même quelques livres derrière vous, d'autres dans la tête sûrement, mais quand on pense par exemple à L'Effrayable, c'est le titre de ce livre de 2012, euh, pourquoi est-ce que vous avez mis ce temps-là? Il a fallu du temps pour mûrir avant d'écrire, mûrir l'écriture, mûrir la langue de l'écriture. Comment ça s'est passé? Il me fallait du temps pour me tromper. Et il me fallait du temps pour me détromper ensuite. Et il fallait que j'ignore tout et que je m'avoue mon ignorance. À partir de ce moment-là, j'ai pu écrire, mais j'avais 50 ans. J'ai envie de citer un petit extrait de L'Effrayable. Ça dure rarement longtemps quand on se voit trop beau. À peine 4 ans, comme l'intervallerie entre 2 Jeux olympiques, mais bon, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal que ça quand on s'attaque au monde entier comme un foldingue. Ça laisse le temps d'exterminer quelques millions de juifs, d'homosexuels et autres communistes. Ça laisse le temps de repeindre toutes les femmes en blond, de les transformer en machines utérinales. Ça laisse le temps d'envoyer toute une populace au front et d'en faire des barbares. Le temps de gueuler trop fort, de s'arracher le bras droit, de violacer quelques millions de Russes syriennes, de brûler leurs maisons. Ça laisse le temps de virer tout un monde en enfer, de faire de nous des nasillons, de faire de nous des plus bactères, de faire de nous des destructeurs de générations de vie. Waouh! Alors, là, vous ne vous trompez pas. Il y a une recherche dans la langue, il y a une langue qui est la vôtre, il y a des mots qui sont les vôtres, puis il y a une violence, là. Il fallait aussi trouver les mots. Donc, il fallait faire le deuil de toute langue normée. C'était aussi un processus, c'était parmi des processus, et il y en avait beaucoup, mais c'était un des processus qui était essentiel pour arriver à cette écriture-là, se défaire de surmoi, enfin, voilà. Donc, tout à l'heure, on était plus dans l'inconscient, quand je parle me tromper, me détromper. Là, on est plus dans ce qui est apporté vers vous, ce qu'on attend de vous. On a toujours beaucoup attendu de moi, et j'ai toujours eu beaucoup de peine à assumer, pardon. J'aime bien les deux. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup les deux. Mon père était assureur en plus. Donc, non, assumer quand même, assumer. À l'image du père, assumer ce qui était porté vers moi et ce que je portais aussi envers moi-même, ce qui était encore beaucoup plus fort. Il fallait aussi que je puisse m'avouer cette violence et ensuite que je trouve la forme en laquelle la couler, cette violence. Et cette forme passe par les mots. Ça passe pour moi essentiellement, oui, par les mots. Ça passe peut-être pour moi, ça peut passer éventuellement par des musiques ou par des images, mais je suis quand même avant tout un homme des mots, de la déformation de la langue, de ma propre langue. Preissner, le requiem de Preissner. Quand je vous ai parlé de musique que vous aimiez, c'était pas Mozart, c'était pas Bach, c'était pas Beethoven, Scott Joplin ou je ne sais quel chanteur de rap ou enfin non, c'était Preissner, le requiem pour un ami de Preissner. Pourquoi cette musique polonaise? Est-ce que vous voyez un rapport conscient ou inconscient des rapports entre l'Allemagne et la Pologne, puisque vous venez d'Allemagne? Qu'est-ce qu'il en est? Je n'ai jamais pensé à cet aspect-là.
Peut-être, il faudrait que je réfléchisse. Non, il y a plusieurs choses moins intellectuelles et plus sensuelles. Déjà, c'est le Lacrimosa qui se termine sur une note presque éternelle. Car on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais on va entendre le souffle de cette jeune femme je l'imagine, une jeune femme qui chante et qui va, avec sa voix, jusque dans les silences. Pour moi, c'est un modèle pour mon écriture. J'écris comme on fait de la musique. J'espère y arriver, donner du rythme. Et ensuite, aller vers l'idéal. Et l'idéal, aussi paradoxe que ça puisse paraître pour un écrivain, reste le silence. Vous écrivez dans Oula ou l'effacement, ce qu'elle aura encore en plus se comptait en jours, en semaines encore, mais plus en années. Ce livre-là, c'est un livre déchirant. On a l'impression d'un cri et d'un silence à la fois par rapport à la perte de votre mère. Si on met ça en relation avec l'effrayable, vous avez quand même un changement notable entre les deux mots, c'est que dans Ulla ou l'effacement se glisse la tendresse. Dans l'effrayable, je dois avouer, il n'y en a pas. Ça va directement vers la violence du monde. Tandis qu'en Ulla ou l'effacement, il se glisse des moments d'amour filial, et des moments de tendresse, d'abandon à la beauté du monde. Bien sûr, c'est extrêmement dramatique. Et, premier abord, oui, ça parle de ma mère, ça parle de toutes les femmes qui souffrent de ce monde, des violences. Bien sûr, c'est dramatique de vivre la mort de sa propre mère, mais ça peut être beau aussi. Ce sont des moments comme ça, entre deux, d'une énergie qu'on ne ressent pas dans des moments, on va dire, de tous les jours, dans des moments normaux. Non, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je ne suis absolument pas ésotérique, je vous rassure tout de suite. Je n'ai pas de tendance religieuse. Je pense à la fin, ce sera fini. Mais je crois qu'il y a une faille. Et dans cette faille-là, il y a quelque chose d'autre qui sont sans doute l'amour ou la tendresse pour sa propre mère. Et cette tendresse-là, elle est un peu, comment dirais-je, en porte-à-faux par rapport à ce que vous écrivez aussi. Par exemple, vous écrivez dans Toujours Oula ou l'effacement, la vue, c'était ça qu'on ne voulait pas voir, surtout pas, comme les mots qu'il ne fallait pas prononcer, les sentiments qu'il ne fallait pas avoir. Les sentiments, c'était ça qui était remplacé par les briques rouges des pavillons, c'était les briques rouges qui contenaient les morts. C'est stupéfiant quand même. Donc vous parlez... Terrible. Oui. Et cette expérience-là, c'est les briques rouges qui contenaient les morts. On parle d'Hambourg, de votre ville, on parle de ville, on parle de quoi? On parle de Hambourg dans un premier temps, ouais. Mais on parle beaucoup plus des murs qui entourent les vivants, qui empêchent les vivants d'aller à la vie, les murs de prison, les murs de nos villes, des murs aussi qui sont pas manifestes en briques ou en parpaing ou en béton, mais qui sont manifestes en manque de communication, en manque de parler vrai. Et donc, le parler vrai, pour cela, c'est trouver une musique des mots qui soit une sorte de musique personnelle, dissonante, parfois hurlante, stridente en tout cas. C'est ça. La vérité, non. Ma vérité, ma petite vérité, elle passe par là, par le dit, par le parler, par ma façon de parler. Je reviens au mot assurer ou assumer. Ça crée quelque chose, ça crée une ouverture. Cette ouverture est tout le contraire du langage officiel, publicitaire, de propagande. C'est tout le contraire. Donc, on va casser justement la langue officielle, on va l'interroger, on va se dire qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde. Quand on lit mes livres, il faut que le lecteur travaille un peu et qu'il s'interroge continuellement qu'est-ce que ça veut dire.
Il y a des mots dans mes livres dont j'ignore moi-même le sens. Il y en a un, mais moi non plus, je ne sais pas où il est. Merci Andreas. Merci à vous, Marc. Alors, chose promise, chose due, dernière étape du voyage, c'est-à-dire que l'on retrouve les deux invités ensemble autour d'un thème. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le On temps. a parlé de Boris Vian. Je viens de recevoir Mes papiers mes militaires. papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. C'est parfait. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Alors voilà, j'ai choisi le déserteur parce que je trouvais que c'était quelque chose qui vous ressemblait ou vous rassemblait. On va commencer par Reinhard von Nagel. Le déserteur, je crois que ça a été un moment déclencheur, j'ai envie de dire, dans l'exil que vous avez vécu. Vous êtes allemand et vous vous êtes installé à Paris, en France. Pourquoi ? Effectivement, le déserteur et d'autres chansons de Boris Vian, mais surtout le déserteur, était, comme vous le disiez, un élément déclencheur dans ma recherche. Et une des deux raisons littéraires qui m'ont rapproché de la France, l'autre, c'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et pour moi, c'était la France. Évidemment, c'est une nouvelle erreur dans ma vie. Ni l'un ni l'autre, c'est la France. Alors, Le Andreas déserteur Becker- a été interdit par Mendes France. Absolument, absolument, en 1954, dès le moment de la création. Andreas Becker, le déserteur, peut-être que vous vous y retrouvez aussi, parce que je crois savoir que vous avez fait votre service civil. Vous n'avez pas voulu faire de service militaire, c'est ça ? Non. Bon, dans un premier temps, si on prend ça au premier degré, bien sûr, alors les armes et moi, ça fait deux. Je refuserais toujours prendre une arme. J'ai dû passer devant une commission pour devenir objecteur de conscience. Je dis, monsieur, il n'y avait que des messieurs dans la commission, c'est très simple, c'est pas la peine de discuter, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, je ne prendrai pas d'armes, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est exactement les paroles de Boris Vian. Là. Et Tout à fait. normalement, cette commission, elle délibère, elle vous pose des questions, ça dure des heures, mais c'est très difficile. Ils ont arrêté au bout de cette phrase, l'entretien, et ils ont dit, bon, vous êtes, c'est bon, votre dossier est accepté. Mais c'était où ? Je refuse toujours. C'était en France ou c'était en Allemagne ? Ça, c'était en Allemagne. Mais dans un sens plus large, je rejoins Reinhard, c'est que déserter, j'ai déserté l'Allemagne. Mais surtout, la France semblait avoir, ça reste à discuter, semblait avoir cette liberté de déserter que je ne trouvais pas en Allemagne. Promesse de liberté, la France, c'est ça que vous disiez, Oui. Andreas. Oui, absolument. C'était aussi une promesse de liberté de choisir de partir de l'Allemagne, Reinhard. J'ai l'impression que vous aimez dire que vous avez fui l'Allemagne. Oui, j'ai fui l'Allemagne, j'ai fui le passé récent, tout ce qui s'est passé en Europe alors que j'étais enfant, c'était trop lourd à porter. Donc je suis parti en courant à la recherche d'un pays où on ne trouverait pas le racisme industriel comme en Allemagne. Oui, vous voulez dire qu'il était artisanal, Encore une de c'est mes ça ? erreurs, je Oui. me suis installé en France. Je voulais poser une question à Reinhard. Quelle Allemagne vous avez fui Juste pour dire un mot, moi je n'ai pas fui l'Allemagne parce que l'Allemagne n'existait pas, c'était avant l'unification. Moi j'ai fui l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Donc aujourd'hui on parle d'Allemagne, mais moi j'ai jamais vécu en Allemagne, j'ai vécu en RFA, c'était pas le même État. Donc ma question c'était quelle Allemagne vous avez fui ?
Écoutez, pour moi, l'Allemagne, c'était surtout le sud de l'Allemagne, d'autant plus que j'avais un père autrichien. Donc il y avait des liens très étroits avec l'Autriche et je ne connaissais pas le nord ou l'est de l'Allemagne. D'autant plus, je ne sais pas si je dois le mentionner, mais j'étais le voisin de quelqu'un qui plus tard est devenu chancelier d'Allemagne, c'était Helmut Kohl. Nous étions dans la même équipe de natation. Moi, j'ai nagé. Lui, il était sur la plage. Donc c'est cette Allemagne-là, c'est l'Allemagne... Oui. Non, mais c'était l'Allemagne, c'était de l'enfance le souvenir et des bombardements, c'est ça. des camps de concentration. Marc, j'ai jamais vraiment j'ai jamais vraiment osé en parler à mes parents. Mais quand j'ai touché très prudemment, mon père, qui était né en 1903, m'a dit, mais tu vois, on a voté pour Hitler parce que à ce moment, il y avait 7 millions de chômeurs en Europe, en Allemagne. Un chômeur, ça représentait au moins une famille de 4 personnes. Donc, la moitié du peuple était réduit à la mendicité. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? Mais j'ai posé la question, j'ai posé la question à mon père. Qu'est-ce qu'il a fait, grand-père, pendant la guerre? Alors mon père disait, grand-père, il a conduit un camion. Moi, j'étais un peu le mouton noir dans la famille. Je disais, ah bon, il a conduit un camion, très bien, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le camion? Oh, c'était la logistique, il a apporté un peu des vêtements, des choses comme ça. Et je disais, c'est quand même curieux. Grand-père, il n'a pas de permis. Alors mon père disait, tais-toi, tu es un menteur. J'aimerais ajouter que c'est l'expérience du grand silence, de la chape de plomb sur le passé récent. C'est ça. Alors cette musique, elle a une histoire multiple. C'est le final de la 8e symphonie d'Anton Bruckner. Je pourrais dire que c'est l'orchestre de l'État de Prusse que dirigeait Herbert von Karajan, chapeauté en quelque sorte par l'œil bienveillant de Göring. Et c'est une des premières sessions d'enregistrement en stéréo de septembre 1944. Donc elle a une histoire chargée, on va dire, qui n'est pas légère, d'autant moins qu'on a retrouvé dans le bunker d'Hitler la 8e symphonie de Bruckner à l'endroit où il s'est suicidé. Donc, c'est exprès que j'ai choisi de façon presque caricaturale ce document pour vous faire réagir. Parce que j'ai le sentiment que cette musique-là, après tout ce que l'on sait, tout ce qui s'est passé dans votre Allemagne, que vous le vouliez ou non, c'est votre Allemagne, il y a eu une nécessité de silence, une obligation de silence. Est-ce que c'est ça, Reinhard? Peut-être que je vous choque avec votre Allemagne. Pas du tout pour moi. Pas du tout. Au contraire, la fin de la guerre que j'ai vécue comme un échec, c'est 40 ans plus tard que j'ai compris que c'est une libération. La fin de la guerre était la libération d'une certaine musique. Alors, j'ai 2 souvenirs. Le premier, c'est une opérette autrichienne jouée dans un cinéma allemand bombardé. Il n'y avait plus de toit. Ça doit être en 1946. Et nous et le public se poussaient là-dedans. On avait une envie folle d'entendre ça.
À côté de moi, il y avait une femme qui sentait l'ail. Je ne l'ai jamais oublié. L'autre expérience, c'est les Américains qui nous l'ont apporté par le AFN, American Forces Network in Germany. C'est là où on a entendu du jazz pour la première fois. Ceux qui n'étaient pas à la BASF pour entendre les frères Vian jouer du jazz en secret. Alors là, il faudrait peut-être une traduction, parce que vous parlez de l'usine BASF qui était justement à Ludwigshafen, où vous habitiez, où votre grand-père a dirigé cette usine, où votre père travaillait, où votre sœur a travaillé. Mon grand-père n'a pas dirigé cette usine. Il était ingénieur chimiste, c'est tout. D'accord, un des grands cadres. Mon père aussi, toute sa vie, ma sœur aussi, et même moi. En tous les cas, oui, c'est dans cette ville qui était à l'image d'Hiroshima, parce qu'après 200 bombardements nocturnes, Mannheim, Ludwigshafen, c'était Hiroshima. Et c'est là-dedans que j'ai entendu cette opérette autrichienne, Das Weiße Rössel, je crois. Im Salz kann man gut lustig sein. Vous voyez, ça m'est resté. Je ne l'ai jamais revu depuis. Et l'odeur de l'ail aussi. En tous les cas, et ensuite le jazz. Mais on est loin de Bruckner, on est à des années-lumière de ce que l'on vient d'entendre. Andreas, vous n'êtes pas de la même génération. Oui, mais je vous interromps. C'est un Autrichien, c'est pas un Allemand. Ouais. Oui. Donc, Andreas, vous n'êtes pas de la même génération, mais j'ai l'impression que le silence dans votre famille, le silence d'après la guerre, comptait énormément, a été important. On ne savait plus les mots, on ne savait plus employer les mots, quels mots choisir ou quelle musique écouter. Ah oui, justement, ça allait beaucoup plus loin que les mots. Ouais. Il n'y avait pas de musique à la maison. Pourquoi ? Parce que le jazz était qualifié par mon père de musique de nègre. Encore, d'accord. Negermusik. Comme l'Entartete Musik. Alors, tout ce qui a j'avais été de fait l'avance autour. sur votre père. Ça, c'était pas difficile. Non, mais il y avait essentiellement, moi j'intellectualise après, je me pose la question, que peut la culture dans ce genre de situation, bien sûr, mais c'est peut-être pas le sujet. Je vais plus parler plus personnel comme vous. Il y avait un silence dans la maison qu'il ne fallait à aucun moment briser. C'était trop dangereux. La musique, c'était de l'émotion. Mes parents ne pouvaient pas admettre de l'émotion. Ma mère était née à Hambourg en 1939. En 1943, la ville était quasiment rasée par les bombardements alliés. Il y avait une seule nuit, il y avait la fameuse tempête de feu, il y avait 40 000 morts en une seule nuit. Et elle a pratiquement vécu toute son enfance dans les bancaires de la ville. C'était Hiroshima, comme vous dites. Donc je suis très touché que vous ayez pu entendre la musique si tôt, parce que chez nous, c'était interdit. Mais il n'y avait pas de tableau, il n'y avait pas de livre à la maison, il n'y avait strictement rien. Dans votre livre « Oula ou l'effacement », vous écrivez « C'était qu'on avait eu des mots nazis, la raison pour laquelle on ne parlait plus. Oui. » À ce point. Ah, terrible. Ah oui. On n'a pas vécu dans le même monde. Dans ma famille, ma mère, mes deux sœurs et moi-même, on faisait tout en chantant. Oui. On a travaillé dans les champs en chantant, on a lavé la vaisselle en chantant. On a tout fait. Je connaissais certainement pas loin de 200 chansons d'église ou folkloriques. Mais Ensuite, je vous envie. Je suis allé au lycée à partir de 1946, un lycée qui avait été bombardé, et on a eu une chance inouïe. On a eu, à partir d'un certain moment, un directeur qui avait été, il était gréciste, latiniste, mais il avait été élève de Karl Orff.
Et de ce fait, étant donné qu'on n'avait rien d'autre à faire, l'école a monté tous les opéras de Karl Orff. Alors, Donc vous nous avons soulignez, fait de la musique du oui, matin mais au vous soir. soulignez à juste titre l'école. C'était pour moi effectivement le seul havre d'échange. Et de non-silence. De non-silence. Ouais. J'avais une institutrice qui amenait des livres. Pour moi, je buvais 5 livres par semaine. Je me souviens encore, c'était des livres, elle les emballait dans du papier Kraft bleu. C'était très beau. Et on avait droit à tant de livres par semaine, il fallait les ramener la semaine d'après, etc. Bleu Palbourg. Bleu par le bourg, c'était pas tout à fait le même bleu. Mais, C'était la bibliothèque de l'école. ou sa propre bibliothèque, je sais pas. En tout cas, elle amenait une fois par semaine, elle amenait des livres, et moi j'en prenais le maximum, tout ce que je pouvais prendre. Je le lisais, et comme ça, j'avais accès à un peu. Mais on ne pouvait pas en parler. Et je pense, effectivement, la raison, c'était toujours laquelle... pour laquelle j'écris aussi avec ce langage un peu brisé, comment utiliser ces mots? Les nazis, ils avaient les mêmes mots que nous. Nous, aujourd'hui, on a les mêmes mots. Comment, après les camps de concentration, utiliser les mêmes mots? Les barbelés, les chiens de garde, les gamelles pour les chiens, dresser les chiens. Ils étaient capables de faire tout ça. C'était très difficile à organiser. Mais tout ça, je ne le connaissais pas. Il fallait le découvrir. Et j'ai mis 20 ans à le découvrir. Mais en 1949, non. Oui, bien sûr. Il y avait le silence. C'est ce silence qui vous a poussé, Reinhard, à partir? C'est ça, la fuite de la chape l'Allemagne? de plomb, j'ai du mal à répondre. Oui. J'ai du mal à répondre, mais j'étais à la recherche d'une culture sans discrimination raciale, politique, religieuse, etc. Je ne l'ai pas trouvée, Mais oui, vous ne mais connaissiez je pas... la pratique moi-même. Oui, mais vous ne connaissiez pas Barès, Céline, vous ne connaissiez pas les écrits antisémites et les penseurs... Céline, vous savez que le docteur Destouche est allé à Sigmaringen. à Sigmaringen, Oui, voilà, Oui, exactement. oui. Dans les valises de Et Pétain et j'ai de tous les rencontré collaborateurs. ici en France un expert près des tribunaux qui m'a raconté qu'il était pilote de chasse. Et je lui ai dit, mais moi, les avions de chasse, je les ai vécus dans le Palatinat. On se jetait dans les fossés quand ils venaient. Et il me regardait et il me dit, écoute, c'est peut-être moi qui ai descendu la voiture de Céline, parce que j'étais dans la région. Il me dit, toi, je t'ai loupé. Pourquoi est-ce que vous êtes parti d'Allemagne alors, Andreas? Parce que j'ai parlé de votre Allemagne, c'est exprès, c'était Oui, pour j'ai vous. entendu. Voilà. Oui. Moi, contrairement à Reinhard, c'est pas mon Allemagne. Ouais. Ou c'est plus mon Allemagne, peut-être, plutôt. J'ai un peu de peine à en parler aujourd'hui parce que j'ai fait un peu ma paix un peu avec Tourner la page, mais quand je dis suis tourner la parti page, je parce pense à votre que- écriture aussi. Votre écriture qui est Oui. très particulière, on l'a évoqué, mais qui en même temps s'inspire de la langue allemande pour créer des mots qui finalement... je ne peux pas nier Voilà. que je suis quand même Oui. né dans le contexte allemand. En fait, ça, je ne peux pas nier. Faut pas non plus... Mais non, mais bon, parlons un peu d'Allemagne pour être clair. Dans ma situation personnelle, je pense que c'est la même pour vous, je ne pourrais pas vivre en Allemagne. C'est absolument impossible. Quand je retourne en Allemagne, au bout de 24 heures, j'asphyxie. Je connais pas, cette réaction. Dès que je suis dans le train de retour, je respire. Ouais. Je ne peux pas. Ça ne me correspond pas. Parfois, je dis comme ça un peu, je suis mal né. En fait, j'ai corrigé une erreur. Je ne suis pas né là où il aurait fallu que je naisse. J'étais pas à ma place, c'est pas mon pays. C'est très simple. J'aime raconter des histoires, des blagues, en fait, j'aime les jeux de mots. Tout ça, c'était interdit à table. Mais On pourquoi se taisait. c'est toujours
C'est toujours le passé qui ne passe pas, c'est ça? Non, mais c'est le présent encore en Allemagne aujourd'hui. Moi, je vais en Allemagne, sans être macho, mais on peut quand même faire une petite remarque gentille, enfin, sans avec MeToo, c'est difficile, mais bon, sans agresser, tout ça, on peut dire à une belle femme que c'est une belle femme, c'est pas non plus une catastrophe. Mais vous, à Hambourg, vous prenez une claque. Ça se fait pas, rien ne se fait, ça ne se fait pas. Tout est codé comme ça. On vient pas de la même Allemagne. Et moi, je peux pas. On vient vraiment pas de la même Allemagne. Et moi, j'aimerais dire en quelques mots que je suis parti. J'ai fui l'Allemagne et son histoire récente, la chape de plomb. J'ai évité pendant 15 ans de parler l'allemand. Ben ouais. J'ai épousé une franco-américaine, on a parlé français. On a parlé l'anglais que je n'ai jamais appris, mais que j'ai ramassé sur l'oreiller. Et après 15 ans, d'un coup, j'ai refait ma paix avec la langue allemande, c'est-à-dire la langue maternelle. Et en faisant ça, j'ai en même temps fait ma paix avec la partie paternelle, c'est-à-dire la patrie. Et j'ai découvert l'extraordinaire souplesse, les possibilités extraordinaires de créativité en allemand. Et je dois dire que je suis retombé amoureux de l'allemand. Or, en faisant ça, on m'a parlé l'allemand après un silence relatif de 15 ans, on m'a parlé l'allemand et j'ai découvert la langue allemande comme une langue étrangère, mais que je possédais parfaitement. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, en allemand et en français, toutes les expressions que vous employez, toutes les métaphores que vous employez ou que j'emploie, je les vois comme un film. Et ça, je trouve que, surtout pour quelqu'un qui écrit, c'est extraordinairement enrichissant. Mais ça me cause aussi des problèmes. Là, vous avez 20 ans d'avance sur moi. Ça, c'est sûr. Enfin, je suis admiratif devant ce processus. Je parle allemand quand je suis obligé de parler allemand, mais je n'aime pas ça. La musique, c'est le silence entre les notes. Voilà ce qu'écrivait Debussy, que nous écoutons, avec un extrait d'un prélude, le 6e, un des pas sur la neige. Qu'est-ce que vous en pensez, Reinhard? Je croyais que c'est moi qui l'avais dit. Mais je pense que c'est infiniment vrai. Et par moments, j'ai envie de hurler ça en public de nos jours, parce que nous sommes agressés par une présence, par une omniprésence de ce qu'on appelle la musique, ce que moi j'appelle la musique d'ameublement, qui dégouline de partout, que ce soit dans les avions, dans les ascenseurs, dans les trains, etc., partout, dans les restaurants, mais c'est épouvantable. Essayez de dire, même à un restaurateur intelligent, vous pouvez pas... Non, on ne peut pas. Il y a de la musique partout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de musique. On ne l'entend plus, on marche dessus. Andreas? Moi, ça me fait penser à l'écriture. Pour l'écriture, c'est le blanc entre les lettres qui fait l'écriture. Et l'acte d'écrire, c'est souiller la page. C'est toujours une faute ou une erreur. C'est toujours la souillure de la page parfaite, blanche, et on essaye par l'écriture de recréer cette blancheur, et évidemment, on échoue. On ne peut pas. On ne peut pas ni laisser la page blanche, ni retrouver par l'écriture la page blanche. C'est pour ça qu'on échoue toujours dans l'écriture, comme on échoue dans la musique. Et des pas sur la neige. Merci à vous deux, merci Reinhard von Nagel, merci Andreas Becker pour cette invitation au voyage et ces quelques pas que nous avons fait ensemble
Allemagne, France, aller-retour. Merci à vous. Merci à vous. Merci Marc.